Alors, lorsqu'on laisse tomber une balle au sol, l'énergie potentielle gravitationnelle du système Terre-balle diminue. On est bien d'accord? Donc, autrement dit, lorsqu'on laisse tomber une balle, on dit que la balle perd de l'énergie potentielle lorsqu'elle descend. Mais en fait, c'est pas juste la balle, c'est le système Terre-balle perd de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle du système diminue. De la même façon, lorsqu'on laisse des protons et des neutrons s'assembler ensemble par la force nucléaire forte, la force nucléaire forte va les attirer ensemble. Donc, lorsqu'on les laisse s'assembler ensemble pour former un noyau atomique, leur énergie potentielle nucléaire diminue. Or, on se rappelle la fameuse équation d'Einstein, l'énergie au repos égale mc carré. Donc, l'énergie est équivalente à la masse. Donc, si on dit que l'énergie du système, l'énergie potentielle des nucléons diminue lorsqu'on les laisse s'assembler ensemble, si l'énergie diminue, c'est donc que la masse a aussi diminué. C'est bien ça qu'on a dit. Les deux se suivent toujours. Les deux sont équivalents. Donc, si l'énergie potentielle des nucléons diminue, c'est clair que la masse va diminuer. Donc, comment ces énergies sont équivalentes? Selon l'équation d'Einstein, la diminution d'énergie potentielle nucléaire se traduit en une baisse de la masse du noyau. Alors, on va définir ce qu'on appelle le défaut de masse d'un noyau. C'est la différence entre la masse d'un noyau, qu'on va appeler M, et la masse de ses constituants, qu'on va appeler de ses constituants considérés individuellement. Autrement dit, le défaut de masse, on va le symboliser par delta M. C'est la différence entre la masse des constituants. Fait que c'est quoi les constituants du noyau? C'est les protons plus les neutrons. Alors, on a Z protons dans un noyau et on a N neutrons. Donc, regardez ce que j'ai fait ici. Z, c'est le nombre de protons, fois la masse d'un proton, ça donne la masse de l'ensemble des protons du noyau. Ensuite, N, c'est le nombre de neutrons, fois la masse de un neutron, ça donne la masse de tous les neutrons considérés ensemble. Et ensuite, j'additionne les deux ensemble, donc ça donne la masse totale des constituants du noyau. C'est un peu comme dire la masse totale de tous les ingrédients qui composent le noyau. Mais, ce qui se passe, c'est que quand on laisse toutes ces billes-là, tous ces nucléons-là, on les laisse s'assembler ensemble pour former un noyau, eh bien, la masse du noyau résultant ne va pas être égale à la masse de ses constituants. Donc, la masse du noyau, on va l'appeler M. Donc, la masse des constituants va être plus grande que la masse du noyau. Je vais donner des nombres fictifs. Admettons que la masse totale des constituants, c'est... je vais donner vraiment des nombres fictifs. Là, admettons 10 unités de masse atomique, puis que la masse du noyau, c'est, mettons, 9 unités de masse atomique. Ça veut dire qu'il y a un défaut de masse de 1 unité de masse atomique. Puis le défaut de masse, c'est ça qu'on appelle delta M. C'est la différence. Fait que c'est pour ça qu'on utilise delta. Delta parce que c'est une différence entre deux masses. C'est la différence entre la masse des constituants et la masse du noyau lorsqu'il est formé ensemble. C'est la différence?
Regardez, ceci est comme la représentation du défaut de masse de façon très schématique. Bien sûr, on ne peut pas faire ça, l'expérience comme ça avec une balance. C'est juste une représentation symbolique de la chose. Vous avez ici une balance, et là, imaginons qu'on a ici, de ce côté-là, un atome d'hélium qui est formé. Donc, les particules, les nucléons de l'hélium sont collés ensemble. Donc, ils s'attirent ensemble par force nucléaire. Ça, c'est léger. C'est léger. Tandis que quand les atomes sont, les nucléons sont séparés les uns des autres, alors à ce moment-là, c'est plus lourd, ça fait plus lourd. Alors ça, c'est pour un exemple d'atome d'hélium 4. Donc un atome d'hélium avec 2 protons, 2 neutrons. Alors, si vous séparez les 2 protons ensemble, vous séparez les 2 neutrons, vous pesez ça individuellement, ça va être plus lourd. Ça va avoir plus de masse. Et cette différence-là entre les deux, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, c'est un peu comme lorsqu'on met les atomes ensemble, c'est comme s'il y avait une certaine masse dans cette situation-ci qui faisait défaut. Il y a une certaine masse qui fait défaut pour qu'elle soit égale à la masse des constituants séparés, considérés séparément. C'est comme s'il y avait une certaine quantité de masse qui faisait défaut. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le défaut de masse. Donc, c'est la différence entre la masse du noyau constitué et de ses constituants considérés séparément. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a moins de masse quand les nucléons s'assemblent ensemble? Ben, comme j'ai dit, c'est à cause de l'équivalence masse-énergie. C'est parce que vous laissez les nucléons s'assembler ensemble, se coller ensemble. Donc, eux autres, ils ont augmenté, en fait, ils ont diminué leur énergie potentielle nucléaire. Donc, étant donné qu'ils ont moins d'énergie potentielle nucléaire, ça veut dire qu'ils ont aussi moins de masse. Donc, c'est vraiment à cause d'équivalence masse-énergie que ça se produit. Donc, autrement dit, la parenthèse ici, ça, c'est ce que j'avais donné comme exemple 10U, là, exemple fictif. Là. Donc, ce qui est dans la parenthèse ici, c'est la masse des constituants. Donc, dans mon schéma ici, c'est l'équivalent de ça. Tandis que la masse du noyau formé, petit m, c'est l'équivalent de ça ici sur le graphique, sur le schéma que j'ai fait. Alors, pour faire le processus inverse, c'est-à-dire séparer un noyau atomique en ses particules constituantes, il faut lui fournir l'équivalent en énergie du défaut de masse. Donc, autrement dit, c'est un peu comme si, mettons, vous avez deux aimants qui s'attirent, si vous voulez les séparer, vu que c'est un système lié, vous devez fournir l'énergie pour les séparer. C'est la même chose pour les nucléons. Ils s'attirent ensemble par la force nucléaire. Si vous voulez les séparer, vous devez exercer une force et vous devez exercer un travail qui va, en fait, vous coûter. L'énergie que vous allez devoir fournir, ça va être l'équivalent en énergie du défaut de masse. Et l'équivalent en énergie du défaut de masse, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. L'énergie de liaison du noyau, du nucléus. Donc, autrement dit, si vous voulez vous séparer les constituants et vous ramener à une situation comme celle-ci, vous devez investir un travail. Ce travail-là que vous devez investir, c'est l'équivalent en énergie du défaut de masse. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc, vous devez fournir l'énergie de liaison pour pouvoir briser les liens, justement, et séparer vos constituants. La relation mathématique entre l'énergie de liaison et le défaut de masse. Dans le fond, on dit que l'énergie de liaison, c'est l'équivalent en énergie du défaut de masse. Donc, on utilise finalement E égale mc carré. Alors, m, c'est le défaut de masse fois c carré. Okay? Donc, dans le fond, c'est rien de nouveau, cette équation-là. C'est juste, dans le fond, c'est une définition, en fait, de l'énergie de liaison en utilisant la relation d'Einstein.
Donc, l'énergie de liaison, par définition, c'est l'équivalent d'énergie du défaut de masse. Donc, par la relation d'Einstein, cette équation-là découle directement. Donc, concept qu'il faut introduire ensuite. Donc, ça, c'est comme le défaut de masse absolu que j'ai introduit. Maintenant, je vais introduire le défaut de masse relatif. On peut comparer les éléments selon le défaut de masse relatif, c'est-à-dire le rapport entre le défaut de masse d'un noyau et sa masse. Donc, le défaut de masse, c'est delta M. Mais maintenant, on peut calculer le défaut de masse relatif. Donc, relativement à sa propre masse. Le défaut de masse par rapport à sa propre masse. Donc, divisé par la masse. Donc, on pourrait l'exprimer en pourcentage, si on veut, par exemple. Mais par défaut, on va juste l'exprimer en fraction. Par exemple, calculons le défaut de masse relatif de l'hélium 4, sachant que la masse d'un noyau d'hélium 4 est de ceci en unité de masse atomique. Alors, avant de calculer le défaut de masse relatif, on va calculer le défaut de masse absolu. En passant, on n'est pas obligé de dire défaut de masse absolu. C'est moi qui rajoute ça pour le différencier, mais l'expression normale, c'est juste défaut de masse tout court, delta M. Alors ici, on a affaire à un noyau d'hélium 4. Alors, l'hélium, c'est 2 protons. Donc, on a un nombre de protons de 2, on a un nombre de neutrons de 2. Donc, pour calculer son défaut de masse, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la différence. On va calculer d'abord c'est quoi la masse de tous ces constituants, considérés séparément. Donc, on a 2 fois le nombre de la masse d'un... D'abord, on a 2 protons, donc 2 fois la masse d'un proton. Donc, la masse d'un proton, c'est 1,007276 U. On avait déjà présenté cette donnée-là, la masse d'un proton en unité de masse atomique. Donc, ça, c'est pour les 2 protons. Ensuite, plus les 2 neutrons, donc 2 fois la masse d'un neutron, 1,008665 unité de masse atomique. Donc, ça, c'est la masse des constituants. Mais pour avoir le défaut de masse, il faut faire moins la masse du noyau constitué. La masse du noyau constitué, ça nous est dit ici. Donc, ça, on ne peut pas vraiment la deviner. Alors, la masse d'un noyau, quand vous en aurez besoin, ça va vous être spécifié. Et vous avez, en fait, dans votre annexe du livre, à la fin, vous avez un tableau périodique et vous avez aussi la masse des noyaux des principaux isotopes. Donc, vous pourriez le retrouver, là, cette donnée-là, vous pourriez la trouver dans votre annexe. Donc, moins 4,001505 unités de masse atomique pour le noyau constitué. Alors, si on fait la différence, ça va donner 0,030377 U. Alors, ça, c'est le défaut de masse. Maintenant, quel est le défaut de masse relatif? Donc, simplement, on va faire delta M sur M. Donc, le défaut de masse en tant que tel, en absolu, c'est 0,030377 U. Et la masse du noyau constitué, c'est 4,001505 U. Donc, si on fait la division, pour trouver en termes de fraction, on va trouver 0,00759. Ça n'a pas d'unité, c'est un rapport entre deux masses, en fond. Donc, ça n'a pas d'unité. Et on pourrait même le convertir en pourcentage, pourquoi pas, multiplier par 100, ça ferait 0,759%. Donc, comprenez, ça veut dire que, dans le fond, notre atome d'hélium 4, son noyau, je vais l'écrire ici, cela signifie que la masse du noyau d'hélium 4 est inférieure de 0,759% à la masse de ses constituants, considérés séparément. Donc, votre noyau d'hélium 4 est 0,7
environ 0,76% plus petite que la masse de ces constituants considérés séparément. Donc, c'est ça qu'on appelle le défaut de masse relatif. On fait juste convertir le défaut de masse en termes de pourcentage de la masse du noyau. Alors, pourquoi on introduit cette expression-là? Ça s'en vient. Alors, l'intérêt du défaut de masse relatif est le suivant. Le défaut de masse, delta M, est proportionnel à l'énergie de liaison d'un noyau. Petit rappel, c'est ce qu'on avait vu dans l'équation ici. Donc, le défaut de masse, on voit bien, ici, on a une constante de proportionnalité qui est C au carré, mais le lien entre le défaut de masse et l'énergie de liaison, les deux sont proportionnels. Donc, le défaut de masse est proportionnel à l'énergie de liaison d'un noyau. Le défaut de masse relatif, delta M sur M, lui, va être proportionnel à l'énergie de liaison par nucléon. Pourquoi? Simplement parce que votre défaut de masse est proportionnel à l'énergie de liaison, puis la masse de votre noyau, le M, va être proportionnel au nombre de nucléons. Plus vous avez de nucléons, plus votre masse de noyau va être grande, plus le M va être grand. Donc, delta M sur M, ça va être proportionnel à l'énergie de liaison par nucléon, par particule qu'il y a dans le noyau. Donc, plus le défaut de masse relatif d'un isotope est élevé, plus les nucléons sont liés les uns aux autres. Plus ils sont liés fortement les uns aux autres, et plus le noyau atomique est stable. Autrement dit, l'énergie totale de liaison du noyau, c'est une chose. Mais quand on considère c'est sûr que l'énergie totale de liaison va être plus grande quand on va avoir un plus gros noyau parce qu'il y a plus de constituants, donc c'est logique qu'il va avoir plus d'énergie de liaison totale. Mais quand on divise par la masse du noyau, ça va nous permettre d'avoir l'énergie de liaison par nucléon. Fait que, mettons, l'énergie de liaison qu'il y a entre, mettons, celui-là et celui-là. Ces deux nucléons-là, okay? Que ce soit des protons ou des neutrons, ça n'a pas d'importance. Mais c'est l'énergie de liaison par nucléon, mettons, entre ces deux-là. C'est ça qui compte dans la stabilité du noyau. Si votre énergie de liaison par nucléon est très élevée, ça veut dire que tous vos nucléons ont une grande liaison ensemble. Donc, votre noyau va être stable. Et à l'inverse, si vous avez une faible énergie de liaison par nucléon, plus votre noyau va être faiblement lié, donc plus il va être instable. Alors, si on regarde sur le graphique ici, on a un graphique du défaut de masse relatif en fonction du numéro atomique. Donc, autrement dit, chaque abscisse représente un élément donné. Et il y a un élément ici qui est au sommet de la courbe, c'est le fer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pic du fer. Donc, cet isotope-là a une stabilité maximale parce que son énergie de liaison par nucléon va être maximum parce que justement son défaut de masse relatif va être au maximum. Donc, c'est lui qui atteint le niveau maximum pour le défaut de masse relatif. Donc, c'est lui qui atteint la plus grande énergie de liaison possible par nucléon. Donc, ces nucléons à lui, mettons au fer 56, ces nucléons sont très fortement liés. Donc, c'est un isotope qui est extrêmement stable. C'est dans les isotopes les plus stables nucléairement parlant. Mais ça ne veut pas dire que cet élément-là est chimiquement stable. Il faut faire attention. Parce que quand on dit chimiquement stable, c'est au niveau de ses électrons. Mais là, c'est pas ça que je parle. Je ne parle pas de ses électrons, je parle de son noyau. Donc, nucléairement parlant, c'est un noyau qui est très stable. Alors, sur le graphique, plus les électrons sont hauts, plus ils ont une grande énergie de liaison par nucléon, et donc plus le noyau est lié et stable.
Les isotopes les plus liés et les plus stables, nucléairement parlant, sont les isotopes se trouvant au sommet de la courbe, appelé le pic du fer. Justement parce qu'on a le fer qui va se retrouver là. Les trois noyaux les plus stables nucléairement, c'est les noyaux de fer 56, de fer 58 et de nickel 62. Donc, ces trois isotopes-là sont dans le pic du fer. Donc, quand on dit qu'ils sont stables, ça veut dire que ces noyaux-là, ils n'ont absolument aucune tendance à se désintégrer.